Bonjour, Cyril Gadiani. François Bayrou, hier, a contre-attaqué dans l'affaire Betaram. Il a affirmé qu'en 98, le procureur général avait tenu informer le ministère de la Justice, c'était Elisabeth Guigou. Il a jugé inimaginable que le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de l'Enseignement scolaire, Ségolène Royal, n'aient pas été avertis d'un signalement. Ils étaient tous socialistes. Vous vous êtes senti visé ? Écoutez, d'abord, je veux revenir sur cette affaire. 30 ans de douleur, et quand on entend Alain Esquer et tous ceux qui porte-parole du collectif des victimes. Tous ceux qui ont été les victimes de Betaram, il y a là une forme de décence à avoir. Et ce jeu pathétique, à essayer de transformer ce qui est en fait la responsabilité d'un Premier ministre, à l'époque président de département, député, ancien ministre, vouloir chercher à s'écarter de sa responsabilité en essayant de la transférer à d'autres, j'ai trouvé ça franchement pathétique. Mais vos camarades socialistes à l'époque savaient ? Mais je ne sais pas ce qu'ils savaient. Il faut les interroger. Moi, ce que je comprends, c'est que ce que j'ai vu, puisqu'il a été transmis à la presse les notes du procureur en direction de la garde des Sceaux. Que disent-ils ? Eh bien, ces lettres disent que la ministre a été informée au fur et à mesure d'une procédure judiciaire engagée. Que pouvait-elle faire de mieux ? Je n'en sais rien, mais je pense que à cette époque-là, tout ce qui devait être fait l'a été. La question qui est posée aujourd'hui à François Bayrou, c'est de savoir si, à un moment, lui-même connaissant l'affaire, il est un local de l'étape, l'émotion suscitée localement a été très importante, est-ce qu'il a cherché ou pas à lui-même organiser la loi du silence ? À masquer ? Voilà. Est-ce qu'il a été complice de cette omerta Vous dites qu'il qui a pourrait régné être pendant complice. longtemps ? Je n'en sais rien. Je dis simplement que le sujet, il est là. C'est une affaire d'État, comme le disent les Insoumis ? Bon, c'est une affaire qui n'intéresse pas l'État à l'époque, mais c'est une affaire qui intéresse directement le Premier ministre aujourd'hui, savoir quelle est sa propre exemplarité, sa propre honorabilité, comprendre qui il est. Et est-ce qu'il a été de ceux qui ont cherché à protéger l'institution de Betaram, alors qu'il aurait dû, au contraire, protéger les enfants de Betaram ? Je rappelle que, comme président du département, il avait en charge la protection de l'enfance et que donc cette question-là lui est posée et que c'est à cette question-là seulement qu'il devrait répondre. Et le témoignage du gendarme qui était chargé de l'enquête à l'époque, malheureusement pour lui, laisse penser qu'il est intervenu dans la procédure à un moment où le père Carica était lui-même devait être déféré devant la justice. S'il est avéré qu'il a menti, le Premier ministre, il doit démissionner dans ce cas-là ? S'il est avéré que le Premier ministre a participé à la loi du silence, oui, en conscience, il devra démissionner. Vous avez déposé une motion de censure après les propos du Premier ministre sur la submersion migratoire. Cette affaire ne fait que renforcer votre envie de le faire tomber. Devoir d'exemplarité, d'ailleurs, disiez-vous dans le texte que vous avez déposé par rapport à cette motion. Oui, devoir d'exemplarité. Et par ailleurs, on a nous-mêmes cherché à distinguer les choses. Il fallait donner un budget à la France et faire en sorte de ne pas faire tomber le gouvernement prématurément. Là, vous voulez le faire tomber ? Parce qu'il y avait besoin d'avoir, pour les collectivités, pour les entreprises qui dépendent de la commande publique, pour les associations, il fallait un budget. Donc nous avons pris notre responsabilité et évité de faire tomber le gouvernement prématurément. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous approuvons la politique qui est conduite, d'ailleurs ni sur le plan budgétaire, ni sur le plan des valeurs qui conduisent ce gouvernement, et voir semaine après semaine des ministres qui sont en train de s'engager dans une forme de fusion idéologique avec l'extrême droite, oui, c'est un problème. Moi, je me suis battu à la fois pour le Front populaire, puis pour le Front républicain. Et ce Front républicain, aujourd'hui, il est trahi par messieurs Retailleau, Darmanin, etc., qui reviennent en permanence sur les obsessions de l'extrême droite. Donc, effectivement, il est utile aujourd'hui de le censurer. Le Rassemblement national a déjà annoncé qu'il ne voterait pas cette motion de censure. Vous avez imaginé qu'au dernier moment, Marine Le Pen se mêle à vos voix ? Je n'en sais rien. Moi, je ne cherche jamais les voix de Marine Le Pen. Je fais ce que, en conscience, je pense être utile pour le pays et à un moment dire que oui, ça n'est pas possible de trahir à ce point à la fois le Front républicain en n'ayant pas nommé un homme ou une femme de gauche à Matignon et ensuite de trahir le Front républicain
quand on a une politique qui, malheureusement, emboîte le pas de l'extrême droite. Il y a une multiplication de mesures, pas seulement dans le domaine migratoire, même si il y a beaucoup à en dire dans les propositions de loi qui sont déposées au Sénat et à l'Assemblée. Mais même sur la question écologique, le pacte vert qui est complètement détricoté au niveau européen, avec l'aval de la France, toutes ces questions, la question des agences indépendantes qui sont aujourd'hui remises en question. Tout ça, c'est en fait malheureusement la pente que outre-Atlantique est en train de lancer Donald Trump. Justement, Emmanuel Macron va réunir les forces politiques dans les prochains jours pour évoquer la situation en Ukraine. Est-ce que vous avez eu la date ? Non, je n'ai pas la date. Est-ce que vous irez ? Mais j'irai bien sûr, et je me félicite du fait que le chef de l'État ait souhaité informer l'ensemble des formations politiques sur ce sujet. Nous sommes à un moment de bascule, avec un duo qui se met en place et qui est dans une forme d'humiliation diplomatique de l'Europe et des Ukrainiens. Et donc, il est utile que le chef de l'État prenne sa responsabilité. Et avec la question de l'envoi des troupes au sol qui commence à se poser, le chef de l'État pour le moment ne plaide pas en ce sens, mais est-ce que cette question-là ne va pas se poser à terme ? Mais ça dépend de ce qu'on appelle envoi de troupes au sol. S'il s'agit d'envoyer des troupes combattantes sur le front russe, c'est hors de question. En revanche, s'il s'agit, sous mandat de l'ONU, à un moment de venir garantir les frontières et garantir la paix, une fois que les conditions de la paix seraient trouvées, les conditions seraient très différentes. Et là, évidemment, il faudrait l'envisager. Est-ce qu'il faut un débat à l'Assemblée nationale ? Oui, je pense qu'il faut un débat, je pense qu'il est utile que chacun se positionne. Je pense par exemple à l'extrême droite, qui est à la fois souverainiste et en même temps qui est sous la domination à la fois des Russes et des Américains. Il serait bien qu'ils s'expriment et qu'ils disent s'ils sont véritablement français ou s'ils sont les agents de forces étrangères. Alors, dans quelques minutes, Richard Ferrand sera auditionné à l'Assemblée nationale, puis en fin de matinée au Sénat. Vous avez déjà annoncé que vos députés voteraient contre sa nomination au Conseil constitutionnel. Pourquoi vous ne lui laissez pas une chance de vous convaincre ? Il n'a même pas parlé encore. Mais peut-être convaincra-t-il les députés de la commission des lois. Vous pensez qu'il y a encore une chance de convaincre, alors que vous avez déjà annoncé que vous voteriez contre ? Je n'en sais rien, mais le dossier est chargé, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, pourquoi le dossier est chargé ? Ça veut dire que quand on cherche à nommer non pas un membre du Conseil constitutionnel, mais le président du Conseil constitutionnel. Je rappelle que le Conseil est celui qui veille à la conformité des lois à la Constitution, qui est celui qui dit quelles sont les questions qu'on peut poser dans un référendum, qui est celui qui est le juge de l'élection. Et donc, c'est un rôle qui suppose une forme d'impartialité, de neutralité, de compétence. Pour vous, Richard Ferrand n'est pas neutre, c'est un ancien président de l'Assemblée nationale. Ancien président de l'Assemblée, mais c'est aussi n'a pas laissé de un mauvais très proche souvenirs. chef de l'État. Et donc, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que, y compris dans le monde judiciaire, juridique, dans celles et ceux qui observent la vie politique et qui observent aussi la façon dont s'organise le Conseil constitutionnel, le tir de barrage est assez important, c'est le moins qu'on puisse dire. Robert Badinter, Laurent Fabius ont été présidents du Conseil constitutionnel et étaient des politiques. Bien sûr. Et des législateurs. Mais il faut à la fois... Comme Richard Ferrand. Mais il y a 3 critères qui sont opérationnels dans cette hypothèse-là. C'est à la fois la compétence, c'est l'indépendance et c'est l'expérience. En l'occurrence, je crains que sur ces 3 critères, Richard Ferrand ne réponde pas complètement à la question qui lui est posée. On parlait de présidence. Est-ce que vous pourriez être un jour candidat à l'élection présidentielle, en 2027 par exemple ? C'est une drôle de transition, mais ce que j'ai toujours dit, c'est que moi je souhaite, ma boussole, c'est de faire en sorte que l'extrême droite ne puisse pas parvenir au pouvoir et permettre à la gauche d'engager la France dans un nouveau cap. Et donc, si j'étais celui-là, et si je pouvais apporter cette possibilité, je ne me déroberais pas. Mais il y a quantité d'hommes et de femmes qui, aujourd'hui à gauche, peuvent remplir cette fonction. Et je souhaite que le moment venu, nous choisissons celui ou celle qui a la plus de capacité à nous emmener à la victoire. Donc ça pourrait être peut-être vous. Merci beaucoup et bonne journée à tous.